On accueille désormais Emmanuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du coup le bienvenu ici. Merci. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Et donc on avait très envie de parler avec vous d'actualité politique, de tout un tas de sujets qu'on va aborder, et notamment du budget, puisqu'on est en plein dedans. Oui, on est face à un budget qui, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce plateau, on est sur un désastre social dans la continuité du macronisme. Et à l'heure où on se parle, les débats sont en train de s'enliser au Parlement et on ne devrait pas, a priori, atterrir avant la fin des délais impartis par la Constitution. Donc j'ai envie de vous demander comme première question, est-ce qu'on va tout droit vers un budget adopté au forceps, cette fois avec les ordonnances, mais comme les précédents budgets, sans vote? Bonjour d'abord, merci de votre invitation. Évidemment, c'est un scénario, parce qu'au rythme auquel avancent les débats pour l'instant, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais dans la Constitution, le temps dont dispose le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat pour examiner le budget d'un côté, ce qu'on appelle le budget, c'est le projet de loi de finances, et le budget de la sécurité sociale de l'autre, sont encadrés. C'est 70 jours pour le budget de l'État, 50 jours pour le budget de la sécurité sociale. Et il se trouve que si ces délais ne sont pas respectés, si le temps de débat excède ces délais-là, de la responsabilité de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors le gouvernement a la possibilité d'utiliser des ordonnances. Alors, fait inédit dans la Ve République, ça n'a jamais été utilisé depuis 1958. Les ordonnances, c'est quoi ? Ça permet au gouvernement de dire, voilà, le budget c'est ça, et vous les députés, vous n'avez rien à dire sur ce sujet. C'est évidemment une hypothèse, c'est pas la seule. Mais c'est une hypothèse qui prend du crédit au fur et à mesure que les débats s'éternisent. Et clairement, on voit qu'il n'y a pas une volonté de la part du gouvernement pour l'instant d'accélérer les débats. Il joue la montre pour vous ? Oui, bien sûr. Il joue la montre. Alors, soit ils jouent la montre parce qu'ils veulent aller à l'expiration du délai constitutionnel, soit ils jouent la montre parce qu'ils ont besoin de temps pour essayer de s'accorder et d'essayer de trouver une majorité pour voter ce budget. Clairement, une majorité pour voter ce budget, ça semble être quand même extrêmement compliqué, puisqu'il faudrait que, à la fois les macronistes, à la fois la droite, les républicains, à la fois le Parti socialiste décident à la fin de voter le budget. C'est-à-dire, même dans l'hypothèse où le Parti socialiste s'abstiendrait sur le budget, ça ne suffirait pas à avoir une majorité pour le voter. Donc cette voie-là, elle semble quand même très compromise. Donc la voie la plus probable, c'est sans doute les ordonnances, mais il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir un rejet du budget, l'adoption d'une loi spéciale. On fait un peu le tour de la Constitution là avec Macron. La gauche a encore les moyens d'empêcher le budget destructeur adopté comme ça au forceps. Notre stratégie à nous, c'est d'essayer de couper toutes les voies qui permettent au gouvernement d'imposer ce budget. Donc d'abord en se battant dans l'hémicycle contre ce budget, c'est ce qu'on fait. Donc des fois on gagne, on remporte des victoires. Le problème, et ça a été un peu l'hypocrisie du traitement médiatique qui consistait à faire croire que le gouvernement ayant renoncé à l'article 49.3, ça voudrait dire en quelque sorte que c'est l'Assemblée nationale qui aurait le dernier mot sur le budget. Or, toute personne qui connaît les institutions de la Ve République sait que le gouvernement dispose de plein d'autres cordes de rappel que le 49.3. Il y a une commission mixte paritaire avec le Sénat qui permet de réécrire le budget dans sa version initiale. Enfin, il y a plein d'autres articles, je ne vais pas tout détailler ici. Mais en tout cas, on se bat dans l'hémicycle pour essayer de faire battre toutes les mesures les plus dangereuses et les plus inacceptables du budget, bien sûr. Et puis à la fin, on a la possibilité d'utiliser une motion de censure dégainée entre guillemets au bon moment pour essayer d'empêcher au gouvernement de pouvoir passer ce budget par ordonnance. Et c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que ce budget, ce serait une catastrophe sociale, ce serait une catastrophe écologique, et même ce serait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, une catastrophe économique. Les prévisions de l'Observatoire français des conjectures économiques, c'est que le budget diviserait la croissance par 2. Alors on peut débattre de qu'est-ce qu'on met dans la croissance. Ce serait même pas efficace d'un point de vue macroniste, on va dire. Non, d'un point de vue économique. Mais en fait, pour une raison qu'on ne cesse de leur expliquer et qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que si votre politique économique, c'est une politique de coupe dans la dépense publique et de mesures qui pèsent sur le pouvoir d'achat, à la fin, ça se traduit par le fait, vous le savez comme moi, que les gens qui vont subir le plus les conséquences de ces coupes et de ces baisses dans le pouvoir d'achat, c'est les plus pauvres, c'est ceux qui consomment, c'est pas des gens qui vont placer l'argent qu'ils ont chaque mois sur des comptes en banque, des gens qui l'utilisent et qui font tourner l'économie réelle. Donc si vous comprimez encore la dépense publique et si vous comprimez encore les moyens de ceux qui consomment, font vivre la machine économique, évidemment, elle va être encore plus en difficulté. Cette année, on a atteint un record. C'est un insoumis qui dit ça, imaginez, cette année on a atteint un record de faillite des entreprises. Ça devrait quand même les faire réfléchir eux-mêmes, de changer de logique.
Je voulais vous demander, les débats ils sont beaucoup concentrés justement sur la taxe Zuckman, et donc on rappelle, même si maintenant on en parle beaucoup, mais quand même on le rappelle toujours, c'est une taxe minimale de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, et en gros ça concerne que 1800 foyers fiscaux. Mais du coup c'est totalement rejeté, avec beaucoup de virulence, et il y a presque un côté humiliant en fait, de ne pas les faire céder pour si peu. Alors est-ce que la gauche elle n'aurait pas eu intérêt à être beaucoup plus radical, à demander beaucoup plus plutôt que de devoir quémander en fait si peu, et qu'en plus on nous refuse ça? Alors moi, j'ai pas concentré toutes mes demandes enfin la France Insoumise, on n'a pas concentré toutes nos demandes sur seulement la taxe Zuckman. Et je suis 100% d'accord. Et comme c'est la mesure symbolique. Non, j'entends. Et je vais y revenir, mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre opposition à ce budget, c'est une opposition d'ensemble. C'est-à-dire, pour le dire franchement, il suffit pas de décaler 2 milliards de recettes supplémentaires et 2 milliards d'efforts qui vont reposer sur les Français pour changer la logique générale de ce budget. C'est un budget qui s'inscrit dans la continuité du budget macroniste et qui passe par des politiques de coupe et ce qu'on a appelé la politique de l'offre. C'est-à-dire on va en gros pour favoriser l'économie réduire les impôts des plus grandes entreprises en se disant qu'à la fin ça va ruisseler sur l'économie réelle. Nous on combat la logique même du budget, c'est ça qu'on combat. Après c'est vrai que le débat public s'est cristallisé autour de cette question-là de la taxe Zuckman, c'est une question importante quand même, mais évidemment un programme de gauche de rupture il peut pas se contenter de la taxe Zuckman. S'il y avait que la taxe Zuckman ça résoudrait pas le problème du budget. Plus. Mais on demande beaucoup plus. Enfin, il suffit de faire la liste des amendements qu'on examine. C'est le Parti socialiste qui a concentré sa négociation sur 49.3, décalage de la réforme des retraites et taxe Zuckman. Mais nous, on n'a jamais concentré une éventuelle négociation sur ce sujet. Ça donne une image, une photographie du rapport de force. C'est-à-dire que, effectivement, vous l'avez dit, c'est un impôt qui permet de cranter quelque chose dans le débat public sur la fiscalité des ultra riches. Et en même temps, la résistance énorme qu'il y a en face de la bourgeoisie, des milieux d'affaires, ça dit quand même quelque chose du rapport de force. Ah, évidemment. Enfin, en tout cas, du rapport de force dans la superstructure politique. Parce que quand vous interrogez les Français sur l'idée de la taxe Zuckman, il y a une immense majorité des gens qui pensent que c'est normal et que c'est légitime. Mais vous avez une petite classe politique aujourd'hui qui a des intérêts étroitement liés à ceux des milliardaires dont on est en train de parler et qui ne veut pas lâcher. Ça, ils sont même pas capables de céder sur ça. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être justement qu'il y ait beaucoup plus d'offensifs, être plus d'offensifs pour faire lâcher quelque chose, quoi. Ah ben ça, je suis d'accord. Mais cette offensive, elle ne passe pas... Faire bouger la fenêtre d'Overton un petit peu, demander beaucoup plus, même si après c'est une misère. Mais là, pour 2%, il y a un côté humiliant, quoi. Ouais, mais bon, nous, on a présenté un contre-budget. La taxe Zuckman, c'est 15 à 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires, d'accord ? Nous, on a présenté un contre-budget dans lequel on propose 160 milliards de recettes supplémentaires et 180 milliards de dépenses supplémentaires. Du point de vue de la radicalité de notre proposition, je pense que ça va, quoi. On est allé assez fort. Mais vous avez raison, il faut augmenter le rapport de force. Mais augmenter le rapport de force, ça passe pas que par la radicalité des propositions qu'on passe sur la table. Ça passe par le fait de savoir si on est capable aussi d'entraîner la société. On va peut-être en parler, de créer les conditions d'une mobilisation du pays, d'une mobilisation du peuple pour faire lâcher ceux qui résistent à des mesures qui sont quand même des mesures légitimes. Pour la taxe Zuckman, on est quand même en train de parler du fait que les milliardaires payent au moins autant d'impôts que les classes dites moyennes dans notre pays. C'est de ça dont on est en train de parler. C'est quand même pas révolutionnaire. Je suis d'accord, c'est pas révolutionnaire. La taxe Zuckman, c'est un truc normalement qui devrait être un truc de base. Et oui, effectivement, ils s'accrochent et ils veulent pas lâcher, y compris là-dessus. Justement, sur la question du rapport de force et de la pression qu'on met notamment au gouvernement macroniste et autour du budget, bien sûr. Donc ça joue pas qu'au Parlement, vous l'avez dit, ça joue aussi dans le mouvement social. D'abord, ma première question, c'est quelle leçon vous tirez de ce que vous avez appelé à la France Insoumise le mouvement septembriste, c'est-à-dire à la fois la journée d'action du 10 septembre, puis les intersyndicales du 18, et du 2 octobre. D'abord que je trouve que le mouvement du 10 septembre a été assez salutaire. Parce que ça faisait quand même depuis assez longtemps qu'on attendait que se créent les conditions d'une mobilisation qui réunit des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, et surtout qui se pose la question d'une stratégie qui ne sera pas uniquement sur une stratégie de la mobilisation numérique, en fait, et qui se pose la question. Je ne dis pas que ça a été totalement satisfaisant, mais qui au moins est un mouvement qui s'interroge sur les modalités d'action et qui renonce à la stratégie qui a été pour l'instant la stratégie du mouvement social ces dernières années, c'est-à-dire ce que certains ont appelé la stratégie saute-mouton, on fait une journée d'action une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou même d'un certain point de vue, qui tient compte aussi des limites de ce qu'a été la mobilisation sur les retraites. La mobilisation sur les retraites, elle avait quelque chose d'impressionnant qui était sa dimension numérique. Il y a eu des très grandes mobilisations, mais ce qui a été, de mon point de
de vue. Et je pense qu'on a le droit de discuter de ça sans immédiatement être attaqué en se disant vous remettez en cause les organisations syndicales. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je dis juste que du point de vue de la réflexion stratégique, on peut quand même se poser la question de savoir, alors que 90% des actifs étaient contre la réforme des retraites, alors qu'il y avait des millions de personnes dans la rue, pourquoi à un moment on n'a pas été capable de passer à une deuxième étape entre guillemets de la mobilisation et de se mettre à peser sur l'économie. Bon, et donc je trouve que ce qu'il y avait d'intéressant dans la réflexion sur le 10 septembre, c'est que cette question-là, elle était posée. Ça, c'était bien. La limite, entre guillemets, de ce mouvement, c'est que, évidemment, c'est plus facile de peser sur l'économie quand les initiatives de mobilisation viennent des salariés eux-mêmes. Mais ce que j'allais dire, si on veut respecter le mot d'ordre, c'est-à-dire tout bloquer, là où ça a été effectivement bloqué, c'est souvent là où, précisément, il y a eu des grèves. J'ai pas de problème à dire ça. C'est évidemment plus difficile, pour prendre une image, d'aller bloquer un dépôt de bus quand vous êtes des citoyens qui travaillent pas dans le dépôt de bus et d'essayer de se mettre devant, parce que évidemment la répression policière qui a été très puissante le 10 septembre, elle vous déloge assez facilement. S'il y a personne pour conduire les bus, c'est un peu plus difficile de casser le mouvement. C'est vrai, mais enfin faut quand même rendre le mérite aux gens qui se sont mobilisés le 10 septembre, qui se sont dit c'est de ce côté-là que se passe la capacité de faire plier le pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce pouvoir il lâche rien. Donc s'il lâche rien, c'est pas en faisant juste des manifestations, en étant des millions de personnes, qu'il va se mettre à lâcher en fait. Mais pour lâcher, c'est-à-dire qu'il faut que ça pèse sur ses intérêts. Donc ça, je trouve ça positif, pardon. Ensuite, je trouve l'autre élément positif du 10 septembre, c'est que ça a produit le 18. À un moment, il faut aussi dire la vérité. S'il n'y avait pas eu le 10 septembre, il n'y aurait pas eu le 18 septembre. Le 18, la date avait déjà été posée. Elle n'a pas attendu le 10 pour exister, cette date. Les syndicats avaient leur propre calendrier. Enfin, pardon, mais non. Quand en juillet, Bayrou fait ses annonces, la stratégie qui est présentée à l'époque, c'est on va se réunir par les organisations syndicales, c'est on va se réunir au mois de septembre et on prendra peut-être des initiatives de mobilisation en octobre. Ils ont bougé et c'est très bien. Moi, je suis pas là pour critiquer les syndicats. Ils ont bougé et c'est très bien parce que il y a quelque chose qui est monté en puissance autour du 10 septembre. C'est monté, y compris dans les bases syndicales. Et ils se sont dit, faut qu'on embraye. Donc ça, c'était bien et c'était une bonne chose. Qu'il y ait eu une intelligence de comprendre. Ça a été, à mon avis, une des difficultés du mouvement des Gilets jaunes, la fracture syndicale, mobilisation auto-organisée, spontanée. Donc ça, c'était bien qu'on le comble. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Après, honnêtement, au lendemain du 18 septembre. Là, personnellement, même si je sais que c'est pas facile, je trouve qu'on a manqué le coche de pas tout de suite essayer de projeter l'énergie qui s'était accumulée dans quelque chose qui commençait à construire un rapport de force. On a dit on va donner un ultimatum pendant 5 jours et puis au bout de 5 jours on a appelé à une autre date de mobilisation. Moi je donne pas de leçon, hein. Je dis pas que c'est facile de créer du rapport de force. Juste on a le droit de s'interroger un peu et d'essayer de réfléchir ensemble comment on fait. Est-ce que vous attendiez, parce que par exemple vous avez prononcé le mot d'ordre de grève générale, vous la France Insoumise, et il y a que vous qui l'avez prononcé, tout en sachant que la France Insoumise n'est pas en capacité d'organiser une grève générale et que les syndicats non plus. Donc il n'y a pas que nous qui l'avons prononcé. J'ai entendu des structures syndicales. Par exemple, j'ai eu l'opportunité de faire un débat avec Fabien Villedieu du syndicat Sudrail, qui lui défendait aussi l'idée que c'est ce qu'il fallait construire. Après, là où vous avez raison, et la France Insoumise, ça se décrète pas magiquement. Ça se décrète pas, évidemment, mais personne ne pense que ça se décrète. Mais par contre, si vous le posez jamais comme perspective, ça ne se produira jamais. Donc en fait, c'est ça le bon équilibre qu'il faut trouver. Le poser comme perspective et essayer de créer les conditions de la construction d'un rapport de force. Encore une fois, moi, je suis pas là pour décider à la place des organisations syndicales. Je dis que, puisqu'on se posait la question de comment on augmente le rapport de force, c'est un sujet qui intéresse à la fois les organisations syndicales et les organisations politiques. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Oui. À la France Insoumise, comment est-ce que vous définissez votre rapport aux syndicats, justement? Parce que là, on sent bien avec ce que vous nous dites qu'il y a à la fois la volonté de les pousser un petit peu plus loin, à la fois une forme de respect quand même. Comment est-ce que vous définissez ce lien? Est-ce qu'il est complexe? Comment ça se passe? Il est forcément complexe, mais nous, on assume d'avoir ouvert le débat sur comment on n'est pas sur un principe abstrait qui est un principe de séparation totale de l'activité syndicale et de l'activité politique. Et il ne faut pas qu'il y ait de lien de subordination de l'un à l'autre, évidemment, mais on peut essayer quand même de construire des formes d'interaction entre le mouvement syndical et le mouvement politique. Et moi, j'aspire à ça. Et d'ailleurs, souvent, on nous oppose dans ce débat
une lecture de la charte d'Amiens qui, pardon, on est ici à l'UMA, je pense que c'est des sujets qui vous intéressent. Quand vous lisez en détail la charte d'Amiens, les objectifs des syndicats, c'est la grève générale révolutionnaire. C'est un objectif assez politique. Cyprien, tu réexpliques rapidement ce que c'est là. C'est le texte un peu fondateur du syndicalisme français, donc en 1906, qui pose notamment, alors effectivement il y a ce que vous dites, mais il pose notamment surtout l'indépendance des syndicats vis-à-vis des partis politiques. Ça, c'est un truc très important et que les syndicats revendiquent toujours. Et précisément, par exemple, vous le savez, je vous l'apprends pas, quand vous avez utilisé le terme de grève générale, il y a des syndicalistes qui vous ont reproché d'avoir empiété sur leurs fonctions, sur leur plate-bande. Mais je vous dis sincèrement, et c'est pas grave, on peut en débattre, je conteste cette lecture de la charte d'Amiens. Je pense que c'est pas une bonne lecture de la charte d'Amiens. La lecture de la charte d'Amiens, c'est évidemment une indépendance, ça c'est vrai. Une neutralité des syndicats. Les syndicats n'ont pas à choisir des partis politiques et les partis politiques n'ont pas à choisir des syndicats. Ça, il n'y a pas de difficulté. Mais comme je m'attendais à cette question, j'ai relu la charte des statuts de la CGT de 1936 qui est dans le préambule. Vous avez fait votre travail. J'ai fait mon travail. Et parce que je trouve que c'est intéressant pour faire évoluer ce débat. Et dans ce préambule de 1936 des statuts de la CGT, il y a une phrase très intéressante qui dit « La neutralité à l'égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques comme les réformes en vigueur ou à conquérir ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment qu'il y a une neutralité, une indépendance. Mais ça veut dire que quand la situation le nécessite, quand il y a une réforme à gagner, quand il y a des libertés publiques qui sont menacées, alors il doit y avoir la possibilité pour le syndicat et le politique d'agir en commun. Donc et vous agir en pensez commun, comme ça ne veut pas dire renoncer à cette indépendance. Vous pensez comme Jean-Luc Mélenchon que cette charte est dépassée ? Non, je ne sais pas si elle est dépassée, ça c'est pas à moi de le définir, mais je trouve qu'on en fait une lecture qui me paraît être une lecture un peu restrictive. Et encore une fois, moi je veux pas donner l'impression, je n'ai pas l'intention de donner des consignes aux syndicats comme je ne souhaite pas que les syndicats donnent des consignes aux partis politiques. Je dis juste que sur des sujets de mobilisation, des batailles qui sont des batailles politiques, il faut qu'on crée les conditions de mobilisation, qui sont des mobilisations communes. Sinon, on se retrouve avec des calendriers qui sont absurdes. Oui. Un calendrier politique d'un côté, un calendrier syndical de l'autre, un calendrier avec des initiatives auto-organisées. Bon, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on met ses forces en commun. Mais alors, on va juste lancer un magnéto qui illustre, à notre sens, on va vous montrer quelques images qui illustrent votre rapport au syndicat. C'est pas des images, c'est un texte. Oui, c'est une citation de note. Ça revient à ce que vous avez déjà dit, mais en gros, c'est donc une note de blog de Jean-Luc Mélenchon du 10 septembre, justement, où il en déduit, donc je vous le fais un peu rapidement, mais vous l'avez à l'écran, que donc, les fractures entre les syndicats et les partis politiques, notamment l'action politique, ont résulté sur l'échec de la lutte contre la réforme des retraites, et que sur le 10 septembre, la CGT a soutenu, les syndicats ont soutenu le 10 septembre, mais qu'en ayant le 18, ils ont fait concurrence et affaibli la convergence, ce qui est un peu à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure en disant grâce au 10, il y a eu le 18. Jean-Luc Mélenchon dit à cause du 18, il a failli pas avoir le 10. Non, je crois pas que ça soit affaiblir la convergence, c'est ce qu'il veut dire. Je crois pas que ça soit contradictoire. Je pense que ça dit exactement la même chose que moi. C'est que s'il y a eu le 18, c'était parce qu'il y avait le 10. Chacun peut le lire comme il le souhaite. Après. Bon, moi, mon sujet, c'est pas d'entretenir des polémiques publiques avec telle ou telle organisation syndicale. Mon sujet, c'est comment on essaye de créer les conditions d'une mobilisation populaire qui soit la plus large possible pour remporter des victoires au service du peuple. Et en particulier, dans le peuple, il y a évidemment les salariés. Donc, c'est ça la question qui est posée. Et je trouve qu'on peut en débattre sereinement sans se jeter des anathèmes à la figure. On remarque justement que le problème, c'est que ni les partis ni les syndicats sont vraiment en capacité de bloquer tout. Et on sait que le monde du travail, c'est quand même malheureusement, la gauche a perdu un petit peu de pouvoir, on va dire, d'influence sur le monde du travail. Est-ce que vous pensez que c'est toujours cet endroit qui est le lieu principal en fait de politisation, qui serait une priorité en fait d'aller parler aux travailleurs et de justement pour pouvoir, pourquoi pas, construire la grève ou d'autres possibilités de blocage? Alors là, c'est un débat sans doute très intéressant qu'on pourrait avoir, qui est de savoir quel est l'acteur politique révolutionnaire du 21e siècle. Bon, nous, c'est pas une surprise, et ça donne lieu à des débats, y compris des débats qui sont un peu vifs parfois. Nous, on s'inscrit dans ce qu'on a appelé la théorie de la révolution citoyenne et la théorie de l'ère du peuple. C'était l'idée de dire le capitalisme ne modèle pas que la relation au travail. Le capitalisme, il modèle aussi l'espace, l'organisation géographique, il modèle aussi le temps, il modèle aussi les relations internationales. Et donc, de notre point de vue, l'acteur révolutionnaire du 21e siècle, c'est un acteur plus large que simplement les salariés. Et la conscience politique révolutionnaire, elle ne se construit pas que dans le rapport contre l'exploitation au travail, mais elle se construit contre toutes les formes d'oppression que le système capitaliste impose au pays, à la société, etc. Je prends un exemple pour rendre ça peut-être plus concret. Je pense que
ici, vous savez que l'anticapitalisme a une nouvelle vigueur aussi, parce que vous avez un certain nombre de générations qui deviennent anticapitalistes, par exemple dans la contestation de l'impasse auquel nous amène le capitalisme du point de vue du changement climatique. Et que vous avez des gens qui rentrent par une prise de conscience écologique et qui en viennent à s'interroger... Pas forcément par le travail, c'est ça que... Pas forcément. Je suis pas en train de dire que par le travail, non. Hein. Mais je trouve que c'est une catégorie, le peuple, c'est une catégorie plus ample. Donc là, j'ai parlé de la question écologique, mais on peut parler de la question féministe, on peut parler de la question antiraciste ou anticoloniale. Je pense que toutes ces questions-là, toutes ces formes-là de lutte contre des oppressions, elles aident à forger une conscience qui soit une conscience anticapitaliste. Et après, je pense que notre travail à nous, c'est d'essayer de trouver des aspects qui unifient les catégories sociales qui, à travers ces éléments-là de critique, s'opposent au système capitaliste, pour faire un projet commun, c'est-à-dire d'unifier autour d'objectifs communs l'anticapitalisme lié, on va dire, à la lutte contre l'oppression au travail, l'anticapitalisme lié à la critique du modèle productiviste du capitalisme, l'anticapitalisme lié à comment le capitalisme génère des formes d'oppression racistes, sexistes, etc., etc. Voilà, moi personnellement, c'est dans cette logique-là que la France Insoumise inscrit son orientation stratégique. Et parfois, quand on dit ça, on nous dit oui, mais alors vous avez renoncé à l'idée marxiste traditionnelle que l'oppression, elle se fait uniquement au niveau du travail. Je trouve ça aussi que c'est une lecture de Marx qui est un peu petite. Hein. Pas du tout l'oppression, mais plutôt pour aller parler aux travailleurs. C'est plutôt... est-ce que... Voilà, la question que je posais, c'était oui, est-ce que le monde du travail, c'est encore un des premiers lieux de politisation ? Oui. Mais évidemment, c'est pas la seule oppression, voilà. Clairement. Mais on est d'accord aussi que... comme endroit, comme lieu de possibilité d'aller... Je suis d'accord, mais si on veut avoir ce débat de manière sérieuse et intelligente, la vérité, c'est que le monde du travail, le capitalisme, il a changé de forme aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez pas penser la construction d'une conscience de classe révolutionnaire de la même manière aujourd'hui où vous avez la sous-traitance généralisée, l'individualisation des parcours, le précariat pour aller vite, qu'au moment où vous aviez des centres ouvriers dans lesquels vous aviez 30 000 ouvriers qui étaient sur le même lieu de travail. Je dis pas qu'il y en a plus du tout, il y en a quelques-uns, mais le capitalisme, il a changé de forme. Donc, vous devez aussi tenir compte de ça. Je veux dire, il y a l'ubérisation de la société, la sous-traitance en cascade, et c'est pas pour rien d'ailleurs que ça s'est construit comme ça, que ça a été une manière de mettre à bas ou d'affaiblir les résistances ouvrières. Donc vous devez en tenir compte aussi. Et donc, c'est pas moi, encore une fois, je suis pas syndicaliste, c'est pas à moi de dire aux syndicalistes qu'ils ont à faire. Mais évidemment, par exemple, je sais que c'est des réflexions qui existent dans les organisations syndicales sur les formes de syndicalisation, comment on arrive aussi à syndiquer des publics, entre guillemets, qui a priori sont pas dans les formes traditionnelles de la syndicalisation. Donc, moi, je dis, pour résumer mon propos, oui, bien sûr, le travail, ça reste un lieu central, mais c'est pas le seul. Et il faut s'adapter à comment ce lieu-là, il s'est modifié. Alors, est-ce que ça veut dire, comme j'entends parfois, il n'y a plus d'ouvriers ? Non, évidemment, je dis pas ça. C'est juste que les ouvriers d'aujourd'hui, c'est pas exactement les mêmes que les ouvriers d'il y a 30 ou 40 ans. Il y a des ouvriers dits traditionnels dans l'industrie, etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est sur un vélo toute la journée pour livrer des repas, c'est une forme d'oppression qui n'a rien à envier à la condition ouvrière. Donc voilà, pour résumer mon propos sur ça. Là, on est effectivement le travail comme lieu de conscientisation. Il y a aussi le travail comme lieu concret de la lutte. Pour le coup, il y a un truc qui n'a pas trop bougé depuis Marx, c'est que pour toucher les capitalistes, c'est au portefeuille que ça marche le mieux, et donc c'est en bloquant l'outil de production. Même si l'outil de production, vous avez raison, a changé complètement de nature. C'est vrai, bien sûr, mais vous pouvez aussi interroger la place, par exemple, des réseaux collectifs dans comment ils sont devenus indispensables aujourd'hui, puisque vous avez plusieurs phénomènes qui ont changé. La modification de la forme du capitalisme, mais aussi l'urbanisation croissante, donc la plus grande dépendance aux réseaux qui structurent l'espace urbain. Et donc, pour peser sur les intérêts capitalistes, vous pouvez évidemment bloquer l'outil de production, mais vous pouvez aussi avoir des formes d'action qui, par exemple, vont bloquer les réseaux. Et là, vous allez aussi peser sur des intérêts capitalistes. Concrètement, du coup. Ça devrait interroger ou interpeller tout le monde que la mobilisation des Gilets jaunes, elle avait ça d'intéressante, que c'est pas pour rien qu'elle avait choisi le rond-point comme lieu de mobilisation, même si
c'était pas vraiment pour bloquer, c'était plutôt pour être visible. D'ailleurs, le gilet jaune était un outil de rencontre visibilité. aussi, Mais s'il était à cet endroit-là, c'est parce que précisément cette question-là des réseaux de communication, des réseaux de transport, elle a pris une place centrale dans notre société aujourd'hui. Voilà, donc j'essaye, pardon, c'est peut-être un peu complexe notre discussion, mais de sortir un peu parfois des caricatures. En gros, il y a besoin de répondre aux questions parce que la révolution socialiste. Justement, effectivement, il y a des gens dans le chat qui s'étonnent et qui disent mais en fait, il dit que le capitalisme a changé, plus vraiment qu'il faut lutter contre le capitalisme, ou qu'en tout cas il faut le mettre à bas. Donc effectivement, toutes ces questions autour du marxisme et de la place du travail dans la lutte, elle est... Bon, pardon, si quelqu'un a compris de mon propos qu'il fallait plus lutter contre le capitalisme, pardon, je pense qu'il a mal compris, parce que précisément mon propos c'est de dire que l'anticapitalisme a retrouvé de la vigueur, et que je trouve que c'est une très bonne nouvelle ces dernières années, mais il a en particulier retrouvé de la vigueur parce que un certain nombre de gens sont pas rentrés uniquement par la prise de conscience des rapports de production ou de la situation sociale au travail, mais par d'autres sujets. Mais moi, après, mon programme politique, le programme politique de la France Insoumise, il est anticapitaliste et j'ai pas de problème à le dire. Hein. Et justement, vous défendez cette ligne stratégique dite de la Nouvelle France, qui vous conduit notamment à mettre l'antiracisme et les quartiers populaires au cœur de votre action politique. Comment est-ce que vous restez quand même audible auprès de l'ensemble de la société si vous visez particulièrement certaines catégories à l'intérieur de la société ? Précisément, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur nous, notre objectif, c'est de trouver des objectifs politiques qui unifient ce qu'on peut appeler la Nouvelle France. La Nouvelle France, c'est un fait, c'est pas un projet politique. C'est votre analyse de la situation. Non, c'est d'abord un fait. Enfin, je veux dire, le peuple français, aujourd'hui, il est plus mélangé, il est plus bigarré que ce qu'il était il y a 100 ans. C'est une réalité sociale. Le peuple français, aujourd'hui, il est plus urbanisé que ce qu'il était il y a 100 ans. La condition féminine, c'est une bonne nouvelle. Elle a quand même si évidemment, on n'est pas au bout de cette lutte, les femmes ont davantage de place, de pouvoir dans la société, y compris de pouvoir politique, que ce que c'était il y a encore 50 ou 60 ans. La modification du capitalisme dont on a parlé, c'est des faits, ça, en fait, c'est pas un projet. Donc ensuite, la question que vous posez, c'est si vous pensez que c'est ça l'acteur politique, comment vous l'unifiez ? Et comment, précisément, vous opposez pas les différentes catégories dont on est en train de parler, les unes avec les autres. Et moi, là, j'assume un désaccord, y compris avec certains à gauche, qui, je trouve, parfois ont une vision qui est une vision un peu passéiste, de la classe ouvrière. C'est cette idée qu'il y a des sujets dont il faudrait pas parler, parce que ça serait une objection ou ça serait une opposition ou un blocage pour l'unification de ces catégories sociales. Moi, je pense précisément l'inverse, c'est-à-dire que si vous prenez pas à bras le corps la lutte antiraciste, il y a toute une partie du peuple que vous ne pouvez pas unir, que vous ne pouvez pas unifier dans les batailles politiques que vous voulez mener. Voilà. Et faire croire que parce qu'on va pas parler de ce sujet, au nom du fait que certaines parties de la population, y compris des catégories sociales dont on est en train de parler, seraient imprégnées du discours raciste qui existe dans la société. Mais pardon, à la fin on ne gagnera pas, c'est pas vrai. Donc je pense qu'il faut assumer la question de l'antiracisme. Et d'ailleurs, quand vous regardez à l'échelle internationale, par exemple les dernières élections nationales qu'il y a eu en Allemagne, pour prendre cet exemple-là, vous avez un parti qui s'appelle Die Linke, qui était quand même dans une dynamique d'affaiblissement très puissante ces dernières années, qui a retrouvé des couleurs, et il a retrouvé des couleurs, évidemment parce qu'il n'a pas renoncé à la radicalité sociale et économique, mais aussi parce qu'il a décidé de prendre à bras le corps le discours antifasciste et antiraciste. Et moi je pense que si la gauche veut empêcher l'extrême droite de gagner, elle doit rassembler une majorité sur un programme de rupture, et elle doit assumer la rupture économique, l'antiracisme, l'antifascisme, la rupture écologique. Alors on va aborder le sujet des municipales, mais juste pour en terminer peut-être sur la situation politique actuelle, puisque là vous parliez de l'ensemble de la gauche. Quel est, si demain, après-demain, on est appelé au vote, quel est le périmètre de rassemblement de la gauche là, puisque si le PS vient, oui, s'il y a dissolution et qu'on devait aller en législative en novembre. Écoutez, moi il y a 3 semaines, un mois, quand le cornu Bayrou est tombé et que s'est posé la question de est-ce qu'il allait avoir un nouveau Premier ministre ou est-ce qu'il allait avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, nous les Insoumis, nous avons proposé une réunion aux différentes composantes de gauche pour dire, dans cette hypothèse-là, il faut qu'on soit prêt. Et nous, notre ligne stratégique et politique, ça a toujours été 2 choses, l'unité sur la rupture. Je veux dire, la France Insoumise, à chacune des étapes, son orientation stratégique, ça a toujours été le rassemblement sur un programme de rupture. Donc on a dit, nous on continue comme ça. Donc le rassemblement sur un programme de rupture. Le programme de rupture, c'est le programme de la Par contre, NUPES. vous n'êtes pas allé aux réunions qui étaient organisées par les autres. Mais non, mais parce que c'était pas le même objectif. L'objectif des réunions organisées par les autres,
Pardon. Notamment par Marine Tondelier Oui, et oui. d'autres. Mais... Enfin, je suis allé à une réunion organisée par Marine Tondelier sur la question de la dissolution, mais je suis pas allé aux réunions que je trouvais totalement illusoires, et je l'assume pleinement, de faire croire, après un an où vous avez un président de la République qui fait tout pour empêcher la gauche de gouverner, alors qu'elle a remporté les dernières élections législatives. Moi, la comédie de aller supplier à Emmanuel Macron le fait de nous nommer à Matignon alors qu'on sait très bien que ça ne va pas être le cas, ça, j'avoue, j'assume, je joue pas cette comédie. Je trouve qu'elle est démoralisante pour les gens et qu'elle est décrédibilisante pour ceux qui s'y livrent, parce que vous y allez une fois, ils vous ferment la porte, vous y allez deux fois, ils vous ferment la porte. Au bout d'un moment, c'est bon, on va pas les supplier, il faut comprendre. Il faut prendre acte, en fait. Macron n'a pas l'intention de partager le pouvoir avec mais qui du coup, que à ce soit. l'inverse, est-ce que vous donnez pas la sensation que c'est forcément sur vos positions que l'union se crée, puisque du coup, vous allez pas aux réunions des autres, mais que vous attendez à ce que les autres... Attendez là, pardon, vous mélangez deux objectifs. Il y avait deux cadres, pas un peu techniques, mais il y avait deux cadres de réunion. Il y avait ceux qui voulaient discuter de l'hypothèse d'avoir un Premier ministre de gauche. En fait, cette discussion, elle est terminée. Je veux dire, Macron a fermé la porte, il n'y a pas de Premier ministre de gauche. Et après, nous, on a proposé, on n'est pas tout seul, Marine Tondelier, vous avez parlé d'elle, elle l'a proposé aussi, d'avoir une réunion sur qu'est-ce qu'on fait dans l'hypothèse où il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous, dans ce cas-là, on a dit notre objectif, c'est d'avoir des candidatures porteuses du programme du nouveau Front populaire sur toutes les circonscriptions. Maintenant, je ne vais pas esquiver votre question. Le Parti socialiste, aujourd'hui, dit publiquement, le programme du nouveau Front populaire, c'est plus notre programme. Et ils disent, dans l'hypothèse où il y a une dissolution, on va mettre des candidats face aux députés insoumis sortants. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Faure, dirigeant du Parti socialiste. Je le regrette, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc moi, je travaille avec tous ceux qui veulent travailler, qui restent fidèles au programme du nouveau Front populaire. Depuis, j'ai l'impression que Olivier Faure, il préfère les réunions avec Monsieur Le Cornu. C'est son choix, mais c'est pas le mien. C'est rien. Oui, moi j'avais une question, parce que vous parliez de la comédie de dire gouvernement NFP, gouvernement NFP. Est-ce qu'il n'y a pas une comédie aussi de votre part quand vous dites Macron démission, sachant que il va pas nommer un Premier ministre de gauche, il va pas non plus démissionner, je pense que, et encore moins être destitué vu les institutions françaises. Bah moi je sais pas, mais moi je propose une perspective de lutte. Je dis pas, j'ai jamais dit super, youpi, Macron il va démissionner demain. Et je vais même vous dire, je suis tout à fait conscient du fait que Macron il démissionnera le jour où il sera obligé de démissionner. Donc je ne veux pas vous dire qu'un matin il va se réveiller en se disant si je démissionnais ce serait une bonne idée. Alors pour ça, il faudrait faire pression sur les milliardaires qui sont peut-être les seuls qui sont capables de le faire démissionner, quelque chose comme ça. Bah par exemple, mais aussi tout ce qu'on a discuté avant sur les conditions de la mobilisation populaire. Si vous avez, je sais que ça peut paraître très loin aujourd'hui, mais si vous avez une mobilisation populaire d'ampleur qui pèse sur l'économie, un mouvement de grève générale, vous savez pas où ça peut terminer. Donc moi je vous dis pas c'est facile, il y a rien de facile dans la situation que l'on connaît. Mais on propose une perspective de lutte, une perspective de bataille. La perspective de bataille, elle part de l'idée que si vous voulez vraiment changer les choses aujourd'hui, le verrou, c'est Macron, c'est lui qu'il faut faire partir. Voilà, tout simplement. On va continuer à parler de l'union de la gauche autour des municipales, Lomi. Oui, donc on va passer aux municipales. Vous êtes passé d'une stratégie de soutien à des listes citoyennes à la présentation de listes insoumises un peu partout sur le territoire. Alors pourquoi ce revirement stratégique ? C'est pas vraiment un revirement stratégique, c'est juste pour être très honnête que quand il y a eu les dernières élections municipales, la France Insoumise c'était un mouvement très jeune qui n'avait pas forcément travaillé ses structures d'implantation locale de telle sorte à être en capacité de mener de manière nationale la bataille des élections municipales. Que le mouvement depuis il a progressé, il a davantage de couverture territoriale, davantage de groupes qui sont organisés un peu partout. Et après notre objectif c'est pas, je précise ce point-là, nous on n'a jamais dit que notre objectif c'était de constituer des listes insoumises partout. On a dit des choses très simples, c'est dans un document d'orientation qu'on a adopté l'année dernière, les Insoumis, qu'on a adopté d'ailleurs, je le dis, parce que parfois j'entends des choses sur le mouvement insoumis qui ne correspondent pas à la réalité, dans lequel on a dit, on a des marqueurs programmatiques nationaux, la régie publique de l'eau, les cantines bio et gratuites partout, et on est prêt à faire des listes communes avec celles et ceux qui sont d'accord avec ces marqueurs programmatiques. On n'a jamais dit que c'était forcément des listes insoumises. D'ailleurs, il y a un certain nombre de communes où ça ne sera pas des listes insoumises, ça sera des listes avec d'autres. Mais par contre, là aussi, on assume de dire que le communalisme insoumis, c'est l'idée, comme ça a été d'ailleurs le communisme municipal, le socialisme municipal, l'idée que la gestion de la ville, c'est pas un acte gestionnaire. C'est comment, à l'échelle municipale, on peut préfigurer des ruptures qui après ont vocation à devenir des ruptures nationales. Et nous, c'est dans cette philosophie qu'on s'inscrit dans la municipale et on le fera avec ceux qui veulent le faire avec nous. Très concrètement, combien de villes est-ce que vous visez? À partir de combien de villes potentiellement remportées vous estimerez que c'est un succès? Moi, franchement... On sait que vous avez des fiches Excel dans votre coin, Manuel Bompard. Dites-nous tout. Dites-nous quel est le chiffre que vous avez. Non, j'ai des fiches Excel, mais
Enfin, j'ai des fiches Excel. Il n'y a pas besoin d'avoir des fiches Excel très compliquées. Vous prenez le résultat des dernières élections européennes, qui est la dernière élection dans laquelle chaque formation politique est partie de manière séparée. Par exemple, vous prenez les communes de plus de 10 000 habitants ou non inscrits sur les listes électorales. Vous avez 31 communes où la France Insoumise a fait plus de 40% toute seule. Bon, bah on peut considérer, je suis pas en train de vous dire que c'est mon objectif, parce que je sais que les municipales, c'est pas les européennes, c'est pas pareil, etc. Moi, je suis très modeste dans cette élection municipale. C'est un travail de longue haleine de construire une implantation territoriale. Et la France Insoumise, l'avantage, c'est qu'on part d'à peu près rien. Donc, comme on part d'à peu près rien, globalement, on peut que progresser. Donc, moi, je serais très content parce qu'on progressera dans tous les cas dans les élections municipales. Mais je ne vais pas commencer à dire l'objectif, c'est de prendre X villes, etc. Puis l'objectif, c'est pas des intérêts politiciens, c'est d'essayer de transformer de la vie des gens dans des communes dans lesquelles ils habitent. Et je considère que dans des villes où les gens ont voté à plus de 40% pour la France Insoumise aux élections européennes, c'est que globalement, ils doivent considérer que les idées qu'on porte, elles sont pas trop mauvaises, quoi. Ces villes-là, justement, c'est des villes. Alors, il y a quelques villes de droite, il y a surtout des villes de gauche. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas ça vous amène une contradiction finalement entre l'appel à l'union populaire et le fait de devoir du coup présenter au nom de vos scores aux européennes, notamment, vous l'avez dit, mais aussi à la présidentielle, des listes autonomes contre des mairies de gauche sortantes. Bah ouais, mais alors là, je vais vous dire, parce qu'à un moment, il faut aussi dire les choses. Vous suivez la gauche, je pense que vous suivez les choses de manière assez précise. Je sais qu'on a tendance à essayer de présenter dans le débat médiatique la France Insoumise comme le vilain petit canard. Hein. Moi, je voudrais vous dire que quand il y a eu l'élection présidentielle de 2022, que nous avons proposé au lendemain de l'élection présidentielle de constituer des listes communes sur toutes les circonscriptions législatives avec la NUPES, qu'une fois qu'il y a eu cette expérience, qui a été plutôt réussie, tout le monde a été plutôt content, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain ? Au lendemain, moi, au nom de la France Insoumise, j'ai fait une proposition à toutes les autres formations politiques de gauche. Je leur ai dit, dès maintenant, on se met d'accord sur européenne, sénatoriale, municipale, prochaine présidentielle, prochaine législative. Et au moins, tout le monde s'y retrouve. On a une discussion nationale sur la préparation des élections municipales. On m'a dit non, il n'en est pas question. On me dit non, il n'en est pas question. J'ai proposé encore l'année dernière une discussion municipale pour préparer les élections. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas d'accord au municipal et vous allez présenter du monde parce que les autres n'ont pas voulu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous proposez une discussion nationale visant à préparer les municipales, on vous dit non, non, chez nous, ça se discute localement. Et puis quand vous allez localement, même dans les villes où les Insoumis, ils ont fait 40%, et une autre formation politique a fait 2%, et que le maire sortant, il est de droite, on me dit non, mais vous, les Insoumis, vous êtes trop clivants, donc ça peut pas être vous, ça peut pas être derrière vous, ça doit forcément être derrière un tel. Donc en fait, moi, je veux bien, si vous voulez, travailler aux conditions de l'union. Mais les conditions de l'union, ça peut pas être toujours les Insoumis derrière. Les militants insoumis, ils sont sympas, ils viennent coller les affiches et ils viennent distribuer les tracts, mais par contre, ça peut jamais être eux qui sont en responsabilité. Ouais, ça, c'est pas possible, en fait. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Je crois pas que ça soit trop arrogant de demander que dans un accord national sur les municipales, chacun puisse s'y retrouver. Bah là, à chaque fois, est-ce que vous comprenez, parce que là, il y a des questions du chat qui disent des listes LFI contre des mairies communistes, est-ce normal ? Il y a quand même ce questionnement très important. Mais ça dépend du programme. Il y a des endroits, il y a des villes communistes dans lesquelles il y aura des listes communes derrière le maire communiste sortant. Et puis il y a des endroits où on a des désaccords programmatiques. Bah pardon, moi je suis pas venu ici, certainement pas pour. J'ai pas mon intention, c'est pas de faire le procès des villes communistes sortantes. Et dans un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, il y a des politiques municipales qui sont très ambitieuses, mais sur un certain nombre de points, parfois on a des désaccords. Par exemple, je vous ai parlé. Mais sur quoi, par exemple ? Par exemple, je vous ai donné un exemple tout à l'heure d'un marqueur programmatique national de la France Insoumise, qui est la question de la régie publique de l'eau. Eh ben, vous verrez, je ne vais pas chercher des noises à qui que ce soit, mais il y a un certain nombre de municipalités communistes où, par exemple, c'est pas toujours la régie publique de l'eau. Bon, bah nous, on défend la donc régie publique ça de vaut l'eau. potentiellement. C'est le cas, par exemple, à Montreuil, et à Montreuil, à ce que je sache, il y aura une liste insoumise. Non, mais d'accord, mais je vous ai donné je vous ai pris un exemple d'un marqueur. Oui. Il y en a 10. Si vous voulez, on fait la liste. Mais non, mais en fait, je trouve que c'est important parce que il y a une question de récit autour de cette municipale aussi. Ouais. Et la gauche, dans sa pluralité, va essayer de mettre en valeur les bilans des villes sortantes de gauche parce que c'est les seuls endroits où la gauche gouverne depuis 10 ans, quoi, même plus. Et donc, eux vont être dans la valorisation de leur bilan, et vous allez être contraints parce que vous êtes concurrents dans ces villes-là. Non, mais moi, je fais pas de la comédie. Aller démonter les bilans. Mais non, je fais pas de la comédie, en fait. S'il y a un bilan très bon, eh ben, il y aura pas, ça se passera très bien entre nous. Mais il y a des fois, il y a des bilans qui sont. Il y aura pas quoi ? Il y aura pas de liste. Les Insoumis, s'ils considèrent que le bilan de la municipalité sortante est très bon, ils font des listes communes avec la municipalité sortante. Et après, je voudrais quand même rappeler à tous les gens qui nous écoutent, parce que j'entends un peu parfois des choses qui sont dites qui correspondent pas à la réalité aux élections municipales. Il y a 2 tours. Hein.
Oui. Et il faut faire plus de 10% pour être qualifié au deuxième tour. Donc, à part dans quelques villes, et évidemment, celles-là, on les regarde avec beaucoup d'attention. Comme lesquelles, par exemple, on aimerait bien, parce que franchement, je pense qu'il y a des militants, il y a des militantes qui sont inquiets ou dans l'expectative. Dites-nous des villes. Par exemple, moi, je suis député de Marseille, et il se trouve qu'à la France Insoumise, on a des députés référents. Je suis député référent du Var. Dans le Var, je peux vous dire qu'à quelques exceptions près, il va y avoir des listes communes de toute la gauche, mais tout simplement parce que sinon la gauche n'est pas qualifiée au second tour. Ce sera pas le cas à Lyon, c'est par vraiment exemple. un département de droite. Ouais, À Lyon, ce sera pas le cas, puisqu'on sait déjà ça sera pas le cas à Lyon, mais à Lyon, ça sera pas le cas. Mais à Lyon, il n'y a pas de risque de ne pas avoir de liste de gauche au second tour de l'élection municipale. D'accord, oui. C'est en fonction du rapport de fin de. Évidemment que s'il y a un risque d'élimination de la gauche au second tour des élections municipales, nous on n'est pas fous, hein. Donc évidemment que dans les banlieues rouges, il n'y aura pas forcément de. Mais pas forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis après, il y a le deuxième tour, et puis après. Pardon, mais personne n'est propriétaire d'une commune, hein. C'est les électrices et les électeurs qui décident. Donc si les électrices et les électeurs, ils décident au soir du premier tour que la liste insoumise, elle fait tant, et que une autre liste de gauche, elle fait tant, après, charge à ces différentes listes de se mettre d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours fonctionné comme ça, et ça continuera à fonctionner comme ça. Mais les insoumis, ils vont pas se faire éradiquer partout, on veut pas d'eux. On dit, comme c'est le cas à Paris par des candidats socialistes, même au deuxième tour, on s'alliera pas avec la France Insoumise. Et puis par contre, s'il vous plaît, vous présentez pas. Non, pardon, mais les gens qui votent, c'est pas pour des raisons politiciennes, mais en fait, les gens qui votent pour la France Insoumise ont peut-être le droit aussi d'être représentés dans les conseils municipaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est bien qu'ils puissent avoir le droit aussi d'avoir des élus qui les représentent. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette campagne laisse des traces pour la présidentielle derrière? C'est-à-dire, en gros, soit un obstacle à l'union. Non, mais attendez, faites pas comme si... c'est vieux comme le monde, en fait, qu'il y ait différentes listes de gauche au premier tour des élections municipales. Je veux dire, les listes communes de toute la gauche aux élections municipales, ça a toujours été plutôt une anomalie, hein. Ça n'a jamais été la norme, hein. Voilà. Après, si vous voulez qu'on parle des présidentielles, on peut parler par ailleurs des présidentielles, mais ça c'est un autre sujet. Oui, mais elle se rapproche tellement qu'il y a évidemment cette idée de on prône l'union quand ça nous arrange, et puis finalement quand on a besoin de gagner des villes, on prône plus l'union. Et vous voyez, évidemment que les militants sur le terrain, ça, moi je prône pas l'union quand ça m'arrange, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois être la seule formation, le représentant de la seule formation politique de gauche qui a proposé un accord national sur les élections municipales. Mais vous pouvez pas dire aux insoumis non, pas d'accord national, et puis après localement arranger derrière nous et puis disparaissez. Ça c'est pas possible en fait. Voilà, si vous voulez créer les conditions d'un accord avec tout le monde, vous devez respecter tout le monde. C'est un principe de base. Donc voilà, mais moi je prône pas l'union quand ça m'arrange. Moi, la ligne stratégique et celle de la France Insoumise, c'est l'union sur un programme de rupture. Il y a pas d'autre sujet. Donc quand il n'y a pas les conditions de créer l'union sur un programme de rupture, c'est les insoumis qui portent le programme de rupture. Quand il y a moyen de porter l'union sur un programme de rupture, on en est très content. On l'a fait aux élections législatives de 2022, on n'était pas obligé de le faire, hein. Le rapport de force, c'était 22% pour Jean-Luc Mélenchon, et toutes les autres formations politiques de gauche étaient à moins de 5%. Je veux dire, on aurait pu avoir une autre stratégie à ce moment-là, on l'a pas eu. On l'a fait au moment du nouveau Front Populaire. On l'a proposé au moment des élections européennes. Moi, je veux bien qu'on fasse comme si ça n'avait pas existé. Non, bien sûr, mais on voit aussi ce qui s'est passé à Villeneuve-le-Roi. On voit aussi ce qui s'est passé autour de la candidature de Louvain. Villeneuve-Saint-Georges, pardon. Ouais, précisément, c'est un très bon exemple à Villeneuve-Saint-Georges. À Villeneuve-Saint-Georges, on aurait pu faire une liste commune derrière un candidat insoumis. Mais c'est de la faute des autres. Mais non, mais je sais pas, mais quand vous arrivez dans une discussion et que la dernière élection qui a eu lieu dans cette commune, les insoumis ont fait 38% et toutes les autres formations ont fait moins de 5%. Et qu'on vous dit ça peut pas être les insoumis qui tirent, pardon, là on rentre un peu dans les détails, mais on vous dit non, ça peut pas être les insoumis qui dirigent la liste. À un moment, il faut peut-être avoir quelques arguments, si vous voulez, quand vous dites ça. Donc moi, je demande pas à diriger toutes les listes du pays. Que les choses soient claires, mais je propose juste que la France Insoumise, elle ait le droit parfois, si c'est possible, hein, si c'est pas trop demandé à ceux qui sont installés depuis des années et qui considèrent que les villes leur appartiennent, parce que, pardon, les villes, elles appartiennent à personne, en fait. Voilà, je vous réponds avec franchise. Hein. Vous avez évoqué la question de la présidentielle. Moi, je voulais vous poser une dernière question avant de passer à la chronique, parce que moi, je comprends que vous pensez pouvoir accéder au second tour avec une candidature insoumise. Moi, j'ai toujours pas compris, à vrai dire, comment... Et c'est une question qui se pose pour toute la gauche en vérité, comment on gagne le second tour? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pensée magique sur le second tour, on le gagnera. Une fois qu'on est qualifié, c'est bon. Je vois pas comment on gagne le second tour. Pourquoi vous voyez pas comment on gagne le second tour? Ouais. On gagne en convaincant une majorité de gens pour voter pour nous au second tour. Et d'abord, pour gagner le second tour, il faut être qualifié au second tour, c'est la première étape. Oui, sinon, c'est compliqué de le gagner, le second tour. Donc d'abord, il faut avoir une stratégie qui vous permet d'être qualifié au second tour. Et ensuite, en fonction de en face de qui vous êtes au second tour de l'élection présidentielle, vous devez avoir une stratégie. Si c'est l'extrême droite, puisque pour l'instant, dans les sondages, ça semble
Mais tout ça, ça peut changer, parce que l'extrême droite a plus de 30% aux élections présidentielles. On l'a déjà eu entre 2017 et 2022. Finalement, ils ont fait 23%. D'accord ? Quand on a commencé l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen a été sondée à 30%, Jean-Luc Mélenchon a été sondé à 8%. Quand on a fait l'élection présidentielle de 2022, Mélenchon il était à 22% et Marine Le Pen était à 23%. D'accord ? Quand même, je le dis, parce que ça compte. Il y avait 20 points d'écart au début de la campagne, il y en avait 1 à la fin. Donc ça existe, les campagnes électorales. Et dans les campagnes électorales, on fait bouger des lignes. Parce qu'on convainc, on structure, on met en mouvement des gens. Donc si au deuxième tour, vous êtes face à l'extrême droite, comment vous faites pour gagner ? D'abord, vous allez essayer de convaincre davantage de gens qui n'ont pas voté au premier tour. Moi, je pense qu'il y a toujours des marges de progression chez les personnes qui ne vont pas voter. Et ensuite, oui, vous comptez aussi sur le fait que dans ce qui s'appelle le bloc central, vous en avez une partie qui, au deuxième tour, préfère ne pas voter pour l'extrême droite. Oui, mais si vous avez tellement abîmé l'union de la gauche entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque de jamais réussir à l'avoir cette majorité ? Moi, j'abîme pas l'union de la gauche, pardon. Enfin, je sais que c'est le discours médiatique ambiant, mais comme ici, on n'est pas sur BFM TV... Ce serait trop simple de nous réduire à ça, quand même. Mais Non, mais justement, je dis ici, on n'est pas sur BFM TV. Donc, précisément, c'est pour dire, je pense qu'on peut avoir une discussion qui ne s'appuie pas juste sur des refrains médiatiques qui sont répétés en permanence. Pardon, mais à quel moment être fidèle au programme du Nouveau Front Populaire ? À quel moment censurer le gouvernement Bayrou ? À quel moment censurer le gouvernement Le Cornus et abîmer l'union à gauche ? J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai abîmé l'union à gauche ces dernières semaines et ces derniers mois. Le vrai sujet, ce que vous avez dit, c'est est-ce que le bloc macroniste, le bloc central, appelons ça comme ça, pourrait aller voter pour un candidat de gauche après des années de diabolisation de la gauche ? Mais c'est pas juste de la diabolisation de la gauche, c'est pareil. Pardon, mais partout à l'échelle internationale, vous avez un même phénomène. C'est que vous avez une partie significative de ce qu'a été la droite traditionnelle libérale qui, et c'est vieux comme le monde en fait, je veux dire, le fascisme, ça a toujours été la solution de repli des intérêts économiques dominants quand le système libéral classique ne permet plus de garantir leurs intérêts. Toujours, ces intérêts économiques dominants, ils se tournent vers des solutions autoritaires pour continuer à maintenir leur domination. Je veux dire, c'est vieux comme le monde. Vous avez parlé, je crois, une fois avec Chapoutot, qui explique ça très bien sur comment l'extrême droite en Allemagne, le nazisme est arrivé au pouvoir. C'est pas par hasard. C'est à un moment, il y a des choix conscients d'élite économique. Bon, donc évidemment qu'il y a une partie du bloc macroniste qui votera pour l'extrême droite au second tour, quel que soit le candidat de gauche. Que ça soit un insoumis, n'importe qui, il y a une partie du bloc macroniste qui votera pour l'extrême droite au second tour. Donc le contrepoids, c'est dans l'abstention. Mais il y a une partie du bloc macroniste, espérons-le quand même, qui va résister à cette pression. Et ça existe un peu. Et après, évidemment, vous devez mettre en mouvement des catégories populaires qui restent à distance. Mais faire croire que parce que je sais quel est le fond du sujet, et c'est pas grave, moi je trouve ça bien d'en parler, mais faire croire que parce que vous allez avoir un candidat, entre guillemets, qui fait moins peur, pour aller vite, parce qu'il est moins radical, alors vous allez être en mesure de réunir plus largement et de gagner face à l'extrême droite. Moi, pardon, mais cette logique-là, c'est celle qui a été utilisée contre Trump aux États-Unis par Kamala Harris. À la fin, c'est Trump qui a gagné. C'est la stratégie qui a été utilisée par les péronistes en Argentine aux dernières élections législatives. C'est Milei qui a gagné. Alors, donc à un moment, peut-être qu'on peut retirer des enseignements. Cette remarque, mais et ça semble intéressant, mais quand même, je vous avoue que avant-hier, je regardais vos tweets pour préparer ce débat et je voyais le nombre de tweets sur le Parti socialiste et il ne s'agit pas du tout de défendre les positions du Parti socialiste, mais j'avoue que je me suis demandé à quel point est-ce que la stratégie de taper sur le PS n'était pas une stratégie perdante au sens où ça fait totalement le jeu du macronisme, qui n'espère qu'une chose, c'est que la gauche soit la plus divisée possible et qui n'a qu'à, je le dis un petit peu de manière vulgaire, mais n'a qu'à lancer une babale pour que le Parti socialiste dise nous on va peut-être essayer d'être Premier ministre et puis la France insoumise du coup qui le tape dessus et derrière c'est la gauche qui est perdante. Et c'est le peuple, quoi, pour le dire caricaturalement. Pardon, franchement, présentons les choses sincèrement. Sincèrement, moi, l'essentiel de mes interventions, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, dans l'Assemblée nationale, tout le monde pourra aller vérifier, par exemple, dans ce débat budgétaire, c'est contre la politique économique des macronistes et c'est pour démonter, là on n'en a pas parlé ce soir, l'imposture sociale et économique du Rassemblement national. Je veux dire, j'ai fait tout un travail de démontage du contre-budget du Rassemblement national et dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale... Mais je vous dis pas que vous ne travaillez pas là-dessus. Je dis juste,
ça, faut quand même pas faire comme si ça n'existe pas et pas réduire en quelque sorte mes. Mais vous voyez bien que les médias, c'est pas à ça qui s'intéressent. Attendez, vous voyez bien. après, disons la vérité, là aussi, ne nous cachons pas. Quand je me retrouve après la journée de samedi sur le débat budgétaire à l'Assemblée nationale, avec une offensive dans laquelle on essaye de faire croire, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y a eu des tweets de ma part qui ont corrigé les choses sur ce sujet, qu'on essaye de faire croire que la France insoumise a voté à l'Assemblée nationale une réduction d'impôts pour les ultra-riches, puisque c'était l'objet de l'attaque du Parti socialiste contre la France insoumise. Pardonnez-moi de me défendre. Mais c'est quand même un peu légitime, et c'est pas juste me défendre, c'est rétablir aux yeux des gens. Je vous parlais d'une stratégie plus globale. Mais moi, ma stratégie, alors super, parlons de stratégie plus globale. Ma stratégie plus globale n'est pas de passer mon temps à parler du Parti socialiste. Je vais vous le dire franchement, je m'en fiche du Parti socialiste. Ma stratégie, c'est d'affronter l'extrême droite. Et ma stratégie, c'est d'essayer de mettre un terme le plus rapidement possible au macronisme. Et je sais d'ailleurs, j'imagine qu'il y en a chez les gens qui nous écoutent, que parfois vous avez même des gens qui, de bonne foi, vous disent « Bon, c'est vrai qu'il faut censurer le gouvernement, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer avec le macronisme, mais en même temps, est-ce que c'est pas une manière d'anticiper s'il y a des élections demain, est-ce que c'est pas l'extrême droite qui va gagner ?» Je sais que ça existe, et je le balaye pas d'un revers de la main, cet argument, mais je leur dis, l'affrontement avec l'extrême droite, il est inéluctable, il va avoir lieu. Soit il aura lieu dans quelques semaines, soit il aura lieu dans quelques mois, soit il aura lieu dans quelques années. Mais il va avoir lieu, cet affrontement-là. Parce que c'est la dynamique mondiale de l'histoire et de l'évolution du capitalisme dont on a parlé tout à l'heure qui va produire ça. Donc la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on prépare les conditions de cet affrontement de manière claire en montrant qu'on est une alternative qui est une alternative crédible, ou est-ce qu'on brouille notre message et en quelque sorte on garantit la survie du macronisme encore pendant 1 an ou 2 ans en espérant que dans 1 an ou 2 ans on sera mieux placé pour battre l'extrême droite. On ne sera pas mieux placé pour battre l'extrême droite si on est responsable du fait que les macronistes sont restés au pouvoir pendant 18 mois de plus. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller à la bataille électorale. Et plutôt que de faire ça, moi, ça c'est ma critique du Parti socialiste, voilà. Plutôt que de créer les conditions pour être en quelque sorte le pilier de la survie de la Macronie, on devrait s'organiser tous ensemble, tout le peuple de gauche, pour créer les conditions de la bataille avec l'extrême droite. Voilà, c'est ça ma stratégie. Manuel Bompard, c'était très clair. Et Olivier Faure aura entendu que vous en foutez de lui, il va mieux dormir ce soir. Oui, c'est pas ce qui me préoccupe. Et oui, voilà. je me doute. C'est l'heure d'accueillir le pire journaliste de la rédaction. C'est l'heure de la carte de presque. En vrai, ça m'avait manqué. En vrai, ça m'avait très sincèrement manqué. Désolé, je me De quoi replace. ça ira? C'est l'émission qui t'avait manqué? Non, les viewers. Pas forcément vous. Mais là, ça fait juillet, août, septembre, octobre que j'étais pas là. Donc ça Il fait aime la 4 mois. lumière. J'étais pas invité à Backseat, ça ira. Moi non plus, père. Pourquoi? T'as été blacklisté. On y verra ça plus tard. Manu, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens tendu. Tu vas me faire un doigt d'honneur? Je suis bien. Là, je déconne. En vrai, moi, la polémique, je m'en fous. Et je suis même déçu que ce soit pas vrai, parce que je pense que pour vous, dans les sondages, c'était +3 directement, si c'était vrai. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, 8h du matin, face aux gosses de Saint-Cric, il me pose des questions de merde, il n'y a pas un monde où je lui mets pas une fessée devant tout le monde. Tout le monde. Donc en vrai, le doigt d'honneur, je le trouve limite sympa. Je passerai le message. Bref, Sarko, je sais pas si vous avez vu là en prison, Cher. Je suis trop content. Par contre, c'est quoi cette info? J'ai vu Obono et Bernal-6, ils ont tenté de se rendre à la prison de la santé lundi. C'est quoi l'objectif? Vous foutre de sa gueule? Alerter sur les conditions carcérales. J'ai entendu Bernal-6, il était ça comme pour essayer d'avoir des images. Je suis très déçu. Et c'est très dommage parce que moi, j'aurais donné genre 3 ou 4 salaires pour voir des images de Sarko derrière les barreaux. Très déçu. Je crois qu'ils les ont pas eu. Ils l'ont pas vu. On est déçus. C'est aussi du journalisme. Sinon, toi, mon petit Manu, ce que tu as leur parlé de tout, c'est le football. On peut te voir très régulièrement au Five d'Aubervilliers. Tâter un peu le ballon avec un maillot de la Colombie. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis le maillot d'un club de foot mexicain. Rien à voir. Mais c'est les couleurs de la Colombie, tu remarqueras. Et lors de ces Five, tu mets des sales crochets qui me rappellent vaguement ceux de Bayrou. Sauf que lui, c'est à des enfants. Aïe, aïe, aïe. Je regarde la caméra. Par contre, moi, j'ai un problème. C'est que tout le monde dit que t'es fort. Je crois qu'on n'a pas vu les mêmes vidéos. Mike, tu peux envoyer la VAR, s'il te plaît? Il a mis les pires extraits pour moi. Désolé, je suis obligé de... Un peu lent, hein. Je suis obligé de détourner le regard parce que c'était... là, surtout. Ouais. Non, mais Ça là, part là, un peu en arrière, ça surtout, va pas, c'est là. pas des pointus, c'est des extrêmes gauches. On dirait que tu fais du 67 en taille de chaussures. T'es là, t'as à 2 doigts de tomber et tout.
Toi, on te parle d'âge, j'imagine. Ouais. Toi, le gardien, il va la chercher. Toi, quand t'es pas content, t'es pas content. C'est Mbappé, en fait, je faisais Mbappé. J'ai même vu qu'il y en a qui ont osé te comparer à Zinedine Zidane. Moi, je suis désolé, Manu, mais Je l'ai pas fait, moi. je pense que t'es plus proche de Canteloup. Au foot, Tony Chaperon, au je pire. l'ai jamais vu Pour jouer. ceux qui ne savent pas, c'est un arbitre. Sinon, c'est le retour des vidéos. Je sais que vous l'attendez par-dessus tout. Vous aussi, toi aussi. T'es fan? Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y en a de plus en plus qui s'amusent à dégauchiser des villes. Pourquoi faire? Et nous, on a décidé de faire exactement la même chose, mais à Neuilly-sur-Seine, parce qu'on trouve que c'est trop woke. Magnéto Mike. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les petites gauchasses à Neuilly? On va le découvrir ensemble, puis on va les nettoyer tout ça. Déjà, Evelyne, rien à foutre là, ça dégage. Et une pharmacie, vous voyez pas le problème? Moi je le vois tout de suite, la couleur de l'islam. Et en plus ils ont circoncis la croix. C'est trop grave, ça donne envie de faire des pompes. Une petite boîte à livres, que des livres de gauche. Macron, Salamé, Villepin, ça dégage. On va remplacer ça par de la vraie lecture. Louis Sarkozy, le fiston, Zemmour, génial. Tintin au Congo, super actuel. La page 7 c'est un régal. C'est trop exaltant de dégauchiser. Hallucinant, c'est juste hallucinant. Faut que je fasse des pompes. L'hôpital américain de Paris à Neuilly, de l'argent public extrêmement bien investi. Ça fait très plaisir. Allons enfants de la patrie. Non! Non mais ça c'est trop grave! Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Putain mais c'est le drapeau des Pays-Bas, on est en France! Faut que j'enlève. Non, jure! Incroyable, parfait. Putain, je suis vraiment à 20 cm là, hein. J'ai un peu peur. Tu veux pas venir? Bon, on a essayé de nettoyer tout ce qu'on pouvait. Après Lausanne, Neuilly, on ira à Alger pour la 3e étape de notre Tour de France de la dégauchisation. À la base, on devait faire ça à Saint-Denis, mais il paraît que c'est le PS au pouvoir, donc ça marchait pas vu que c'est déjà de droite. Vous avez vu, ils nous ont encore trahis. On l'avait pas vu venir ce coup-ci. Si. Si. Moi, c'est Gilles Brun qui m'avait prévenu. C'est toujours Philippe, hein, PA, toujours. Ça fait un an. T'es sûr? Je crois que c'est Gilles Brun. Bref, est-ce que tu connais notre petit jeu? Enfin, c'est moi qui m'occupe de ça. Le ça ira pas. Ah. Je te montre des images, Ouais. tu me dis si ça va pas, et tu me fais une petite phrase d'explication. Chaud. En vrai, c'est assez simple. Pas mal de gens qui ont réussi, dont Gilles Brun. Donc, à mon Comme avis, il tu vas existe réussir pas. au la main. Bompard 2027, ça ira ou ça ira pas? Ça ira pas. Pourquoi? Il faut que vous nous expliquiez à chaque fois. Au moins une petite Il faut phrase. que j'explique. Ah bah, Une une petite petite phrase, phrase, une ouais. phrase. Bah, parce que je pense que la France insoumise, elle aura évidemment un candidat à l'élection présidentielle, Et que ce sera pas mais vous. qu'on le choisira au bon moment. Et à ce moment-là, vous saurez qui c'est. Mais pas vous, a priori. Du coup. Delogu, Bardella dans un octogone. Je sais pas si t'as suivi, mais Delogu, il a fait un Oui. TikTok pour dire qu'il était chaud. Qu'est-ce que Bah, t'en penses? Ça ira ou ça ira pas? Ça ira si c'est une métaphore. Nous, on fait des octogones argumentés. Voilà, un octogone argumenté avec Bardella, ouais, ça ira. Avec de la verbe. C'est Et intéressant. des arguments. Allez, ça dégage. Tu l'as, c'est par rapport à la vidéo. J'ai vu. La protection des élus, parce qu'ils ont mal fait leur job, ils n'ont pas parlé du fait que t'étais la cible de colis piégés. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses de la protection des élus? Ça ira ou ça ira pas? Ah, ça va, on n'est pas les plus à plaindre quand même. Après, c'est surtout, c'est pas vraiment la protection des élus. C'est que manifestement, il y a des indignations à géométrie variable. Moi, je demande rien. Je pense que s'il y avait eu un élu d'une autre étiquette politique qui aurait été l'objet des menaces et des tentatives que j'ai pu subir moi, mais pas seulement moi, mes collègues insoumis en particulier, je crois que ça aurait fait davantage d'indignation. Voilà. Mais sinon, je crois pas que les élus soient les plus à plaindre, franchement. Marseille, champion de France. Ça ira ou ça ira Bah, pas? ça ira. Hein. Vous croyez vraiment? Ou c'est juste. C'est votre circo. On y croit. Non, j'y crois. Un argument pour que Marseille soit champion de France à la fin de la saison. Un Qu'est-ce qui- argument. Ouais, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être devant le Le PSG? soutien populaire. Ah ouais. Ouais, c'est bien faible hein, sur le plan La grève tactique. Bon, vous l'avez déjà abordé un petit peu tout à l'heure, mais Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Est-ce Ça que ira ça ou ça ira, ira est-ce pas que ça ira pas? Ouais, Bah, je crois pas qu'il soit candidat aux élections municipales à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, ça ira bien. mais par contre, c'est sur sa circonscription. Et comme j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'il soit à nouveau réélu, je vais dire ça ira. Chikirou à la mairie de Paris, ça ira ou ça ira pas? Ah, je crois qu'ils n'ont pas encore décidé, mais si elle est candidate, ça ira.
Ça dégage. C'est un engagement. C'est un engagement pris. Et Bolloré qui pourrait racheter le Parisien, ça ira ou ça Ça ira ira pas du tout. Ça ira pas du tout. Non, ça ira pas du tout. Je pense que c'est un vrai problème. On parlait tout à l'heure, je ne vais pas faire une longue intervention, mais on parlait tout à l'heure des conditions d'une élection présidentielle de 2027. C'est clair que par rapport aux élections présidentielles précédentes, il y a une difficulté majeure. C'est un espace médiatique qui s'est extrême droitisé. Et s'il s'est extrême droitisé, c'est notamment parce que l'empire Bolloré étend chaque semaine qui passe ses tentacules. Et s'il rachète encore un journal de plus, le problème va être encore plus grave. Et à un moment, il faudrait peut-être qu'il y ait des gens qui commencent à se dire qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, quoi. Donc ça ira pas du tout. Merci beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il y a des journalistes du Parisien qui ont engagé une mobilisation sur le sujet, si ça doit se préciser. Ils ont fait grève. Et donc, je les soutiens. Voilà. Avant de partir, tu peux me faire voir ta montre, s'il te plaît? Ma montre, j'en ai pas, regarde. Hop, hop. Je l'ai pas enlevé avant. T'es Mais vous avez chaud. vu que Javier Milei a quand même tweeté sur la montre de Louis Boyard. C'est quand même, Il y en a qu'on que ça à foutre. Alors que le pauvre Louis Boyard, il a une flip-flop, franchement. Bon, sur ce fut un plaisir. Pareil, S'il partagez. te manque des gens au Five le dimanche, enfin, voilà. Ah, bien, Pourquoi, faudra changer de maillot. j'adore le foot. Faudra changer de maillot, par contre. T'aimes pas le Mexique? Ah, pas mal, mais il est pas super beau, je trouve. Merci. Merci, PA. Merci beaucoup, PA. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'on vient de dire. Justement, c'est intéressant parce que il y a effectivement un peu ce macartisme dans les médias. On vient de parler de Vincent Bolloré, on pourrait parler de plein d'autres choses. Mais justement, est-ce que vous avez un projet justement par rapport à ça? Parce que c'est ce qui peut empêcher la gauche de gagner. Mais si jamais la gauche gagnait, par exemple, moi je suis allée voir un petit peu le programme du NFP, c'est quand même très léger. Après, je suis allée voir quand même du coup l'Avenir en commun. Il y a plus de choses. Mais bon, vous parlez un peu de loi anti-concentration, mais j'arrive pas trop à savoir si ces lois anti-concentration, genre un homme, un média, ou s'il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas le mot, enfin, j'ai pas vu, Arcom. Je pense que quand même l'Arcom, ce serait un vrai sujet aussi. Donc est-ce que cette question n'est pas un peu prise à la légère quand même à gauche, alors qu'on voit bien que c'est majeur et que c'est une des choses qui nous empêche de gagner, ou qui empêche en tout cas, enfin qui démocratiquement, il y a un énorme problème. Et Je suis d'accord. on n'y réfléchit pas assez. Je quoi. sais pas si elle est prise à la légère, peut-être, franchement. En tout cas, Ça reste des petites lignes sur un programme, ouais. et c'est pas forcément. Mais c'est surtout qu'il suffit pas d'avoir des réponses programmatiques, parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que ça pèsera sur la campagne électorale avant même qu'elle ait eu lieu. Donc en fait, c'est pas seulement qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez. Ça un autre sujet qui est important aussi d'ailleurs, dont on n'a pas parlé ce soir. C'est comment vous appliquez un programme de rupture face aux résistances évidentes, économiques, médiatiques, internationales auxquelles vous allez être confrontés si vous prenez le pouvoir. Mais ça mériterait quasiment une émission à part entière. Oui, Mais c'est ça, après, on vous réinvitera dans quelques mois. avec pour ça. plaisir. Mais après, il y a la question de comment dans la campagne. Et là, évidemment, l'Arcom, moi j'assume de le dire, l'Arcom c'est en dessous de tout. Enfin, je veux dire, ils font rien. Et le problème, c'est que Mais vous avez dit justement qu'il faudrait faire quelque chose. que l'Arcom, elle commence déjà à... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par Mais exemple? déjà que Est-ce l'Arcom, elle qu'on fasse remet tout respecter à les plat, on refait tout de zéro, un autre régulateur, une autre. Enfin, En fait, il y a deux réponses à cette question. Il y a qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant et qu'est-ce que nous, on doit faire si on prend le pouvoir demain. Bah oui. Qu'est-ce qu'on doit faire si on prend le pouvoir demain? Je pense que c'est la question de la déconcentration dans les médias. Donc, c'est-à-dire couper le lien organique entre les puissances économiques et les principaux médias. C'est la question de ce que nous, on a appelé par exemple le conseil de déontologie dans les médias, c'est-à-dire de faire en sorte que la profession elle-même ait des instances de régulation interne, c'est donner davantage de pouvoir aux salariés dans les entreprises de médias. Parce que la lutte des classes, ça existe aussi dans les entreprises de médias, et c'est donner à des autorités de régulation des pouvoirs d'action et des pouvoirs de sanction qui sont réels. Le problème, c'est que l'Arcom, vous la saisissez, au bout d'un an, ils vous disent « oui, c'est vrai, c'est pas bien ». Ah, c'est pas bien ce qu'a fait CNews. D'accord, mais CNews a très bien compris que c'est une impunité totale, donc de toute façon, pourquoi vous voulez qu'il s'arrête? Donc c'est un manque de moyens qui pèse sur l'Arcom. Non, mais un manque de moyens, un manque de courage, franchement. Alors que si vous les tapez dès la première fois qu'ils passent, ils outrepassent des règles. Je veux dire, c'est jamais dit. Évidemment qu'il y a une liberté éditoriale dans les médias, etc. Mais quand vous accordez des concessions à un média, c'est en échange de règles. Il y a des protocoles qui sont passés entre les médias et l'État sur l'attribution des concessions. Et dans ces protocoles, il y a des règles que le média s'engage à respecter. Pluralité des points de vue, respect des interlocutrices et des interlocuteurs. Ces règles ne sont pas respectées par CNews aujourd'hui. Et l'Arcom ne fait rien. Donc la première fois, vous leur mettez une amende. La deuxième fois, vous les suspendez d'émission pendant une journée. La deuxième fois, pendant une semaine. Et s'ils continuent... le problème, c'était le renouvellement de la fréquence de toute façon. Ouais, mais la fréquence, elle a été renouvelée, mais il y a un contrat.
La fréquence, elle n'est pas renouvelée sans aucune condition. Donc pourquoi l'Arcom ne fait pas respecter les règles qui sont dans ce contrat? Là, je parle de moyens d'action immédiats. Oui, non, mais déjà que ça a été renouvelé. Et par ailleurs, que si ça a dans été le moment, renouvelé, c'était- déjà, c'était préoccupant. Oui, c'est vrai. Moi, juste un mot, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que ça me paraissait très intéressant que vous dites ça. Il y a la lutte des classes aussi à l'intérieur des médias. Moi, il y a toujours un terme que vous utilisez à la France Insoumise en général et qui souvent me heurte, et c'est pas juste par réflexe corporatiste un peu bas du front. Ça arrive, C'est le parfois terme aussi. de, ça peut arriver, mais là je pense pas que ce soit le cas, c'est le terme de classe médiatique qui précisément gomme les effets de lutte des classes à l'intérieur même de la profession. On est d'accord qu'entre Pascal Praud et un pigiste précarisé, on n'est quand même pas sur la même Je question. n'inclus pas le pigiste précarisé dans la classe médiatique. D'accord. Si c'est ça la question que vous posez. Évidemment, enfin, je sais très bien que la stratégie et la société de l'information actuelle et les sociétés médiatiques actuelles, si on peut critiquer le travail qui est fait aujourd'hui, c'est aussi, pas seulement, mais il y a un lien entre la qualité de l'information produite et la condition sociale qui s'applique dans l'entreprise. Et ça, vous le savez très bien, c'est-à-dire que si vous demandez, vous êtes ici dans une entreprise de presse qui, je crois quand même, je peux le dire, parce que j'ai dit parfois des trucs pas agréables ce soir, essaye de faire quand même un travail qui est un travail de qualité. Et heureusement qu'il y a l'UMA pour travailler sur des sujets sociaux dont personne ne parle. Mais vous pouvez le faire, pardon, j'imagine que parfois vous vous battez pour améliorer vos conditions de travail aussi ici dans ce média, mais vous pouvez le faire aussi parce que vous disposez quand même de conditions de travail qui sont, je pense, plus agréables que dans certains autres médias. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une qualité d'information produite qui soit de bonne qualité. Quand vous prenez un pigiste qui doit faire 40 sujets dans la même journée et qui est payé au lance-pierre, bah, vous pouvez pas lui demander de faire un travail de production d'informations qui nécessite d'aller vérifier des informations, d'aller s'appuyer sur des faits. Et moi, je vous le dis franchement, le journalisme politique, à quelques exceptions près aujourd'hui, je trouve, et y compris en raison de ses conditions d'exploitation, que ça devient du collage de citations, de ce que dit l'un, ce que dit l'autre, sans qu'à aucun moment on aille essayer de chercher c'est quoi les faits, faire un travail un peu d'information de qualité. Donc bien sûr qu'il y a un lien entre la qualité de l'information produite et la condition sociale des journalistes. Et si vous voulez améliorer la condition de l'information produite, vous devez améliorer la condition sociale des journalistes. Mais il y a quelques gros journalistes qui en profitent, eux, beaucoup. Et eux, je vais pas me battre pour eux, je peux vous le dire. Et un petit peu, alors c'est encore un autre sujet, mais c'est peut-être un petit peu en lien aussi avec la communication, etc. J'ai lu que vous aviez travaillé dans une entreprise qui était liée à l'intelligence artificielle. Et donc du coup, en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait eu des colloques à l'Institut La Boétie, etc. Que ça avait été, il y avait eu aussi un petit peu des scandales, etc. liés à l'IA. Bref, c'est toute une grande question. Et donc, ce serait quoi justement le regard que vous avez, vous, à la France Insoumise, sur l'essor de l'IA et dans ce contexte justement de l'extrême droite qui prend du pouvoir, et on sait comme elle l'utilise aussi comme un outil. Comment on peut faire pour réguler? Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce que vous pensez qu'il faut réguler? Et comment on affronte en fait c'est une question large, c'est une super mais question. Je pense que c'est un vrai sujet dont je trouve qu'on parle pas suffisamment, et y compris à gauche, à mon avis. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est à la fois une source d'opportunité pour faire progresser la société, et c'est aussi une source de danger. Et en fait, ça dépend comment vous l'utilisez, comment vous la régulez. Je dis une source d'opportunité qui va s'opposer ici, que si vous développez des algorithmes d'intelligence artificielle, vous allez pouvoir détecter plus facilement des cancers, par exemple. Tout le monde va être d'accord avec ça. Qui va s'opposer à l'idée que ça permet d'avoir des modèles de prévision météorologique ou de changement climatique qui nous permettent de mieux faire face au changement climatique? Personne. Bon, par contre, si l'intelligence artificielle, ça devient un outil de contrôle des conditions de travail des salariés qui sont analysés dans leur rythme de travail pour être totalement soumis aux exigences de la machine, je pense que personne ne va défendre ça. Donc moi, ce que je dis, c'est que à la fois, parce que je pense que ça apporte des opportunités qui sont des opportunités d'intérêt général, il doit y avoir une initiative d'impulsion publique sur l'IA. Ça peut pas être juste le marché. Et je pense qu'il doit y avoir des organismes publics qui impulsent une politique de planification du développement de l'intelligence artificielle en France. Et après, il doit y avoir des mécanismes de régulation, parce qu'il y a des usages de l'intelligence artificielle qui sont nocives à la société. Comment contrôler quelque chose qui, justement, au niveau international, a l'air de se développer de façon un peu inéluctable, comme si on je vous donne un exemple. Comme si on n'y pouvait rien, en fait. Ah bah si, vous pouvez quand même faire quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de, par exemple, pour le sujet de l'intelligence artificielle est lié avec un sujet qui
qui d'ailleurs pose de plein de difficultés en ce moment en termes d'aménagement du territoire, c'est la question du développement des data centers, parce que l'IA, il faut des données, donc il faut des données qui sont stockées. Il faut l'énergie aussi. Et les data centers posent des questions immenses d'utilisation de l'énergie, d'utilisation de l'eau. Si le modèle qui consiste à dire l'IA est complètement dérégulée, on va construire des data centers partout, mais en fait c'est un modèle qui n'est pas tenable du point de vue de nos capacités énergétiques, de nos objectifs de changement climatique. La seule manière de faire en sorte de développer un modèle numérique qui soit respectueux de nos objectifs environnementaux, c'est d'avoir des formes de régulation. Par exemple, moi je suis pour que dans les data centers en France, pour donner un exemple, on ne permette pas une activité comme du fait de frapper de la crypto-monnaie. Frapper de la crypto-monnaie, ça coûte beaucoup d'énergie dans les data centers. Qu'est-ce que ça nous rapporte du point de vue de l'intérêt général? Donc, je pense il faut aller plus loin que juste des grands discours sur l'IA, et il doit y avoir une régulation des usages et une régulation des données qu'on va stocker. Est-ce que c'est utile de stocker des données météorologiques? Oui. Est-ce que c'est utile de stocker l'historique de navigation de toutes les personnes qui habitent en France pour ensuite pouvoir leur vendre des produits qui correspondent à leurs habitudes de navigation? Non. Du point de vue de l'intérêt général, c'est pas utile. Et on n'aura pas les capacités de tout stocker. C'est pas vrai. Donc moi, je suis pour rentrer dans des formes de régulation qui disent il y a des données qu'on stocke, il y a des données qu'on n'a pas le droit de stocker, y compris du point de vue du respect des libertés fondamentales, c'est nécessaire. Il y a des usages qu'on peut faire et il y a des usages qu'on peut pas faire. Je suis pas pour rejeter l'IA en bloc, parce que je pense que ce serait une erreur, parce que je pense qu'il y a des usages d'IA qui sont utiles. Je suis pour qu'il y ait des régulations sur l'IA et le rapport entre l'intelligence artificielle et les conditions de travail dans les entreprises, parce que dans plein d'endroits, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier est utilisée pour renforcer les mécanismes d'exploitation sociaux. Voilà, ça mériterait là aussi peut-être un colloque à part entière, mais je pense que c'est un sujet très important et dont on a intérêt à s'emparer en vérité, parce que les autres, ils essayent de s'en emparer en tout cas. Et l'extrême droite notamment. Et après, dernière chose peut-être, pardon, oui, ça je pris par le temps. Après, il y a un autre sujet qui est indépendant de celui-là, c'est comment l'intelligence artificielle va avoir des impacts dans les échéances électorales. Et comment ça a des impacts dans le traitement de l'information. Les deepfakes notamment. Voilà, et là, si à un moment on ne crée pas des cadres de régulation qui ne sont pas faciles à mettre en place, nos campagnes électorales vont ressembler à plus rien. Si demain je peux faire une fausse vidéo de vous, candidate à une élection dans tel endroit, qui raconte l'inverse de votre programme et que personne n'est capable de détecter si c'est une vraie vidéo ou une fausse vidéo, en fait, le débat démocratique, il devient boucherie, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail sur des formes de labellisation, en fait. C'est-à-dire que, à un moment, dans une campagne, il y ait une sorte d'élément qui permette d'identifier un contenu comme étant effectivement le contenu du candidat ou de sa liste. Mais si on se saisit pas à bras le corps de cette question, honnêtement, c'est la démocratie telle que réponse ou nécessitant un débat éclairé qui va être complètement bafouée, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir répondu à notre invitation et pour toutes vos réponses.